Imaginez un instant la scène, on paye 1000 balles, enfin 1000 euros, et parfois même beaucoup plus, pour assister à un séminaire immense dans un stade bondé. Ouais, avec l'ambiance électrique, la musique qui vibre à fond, tout le show, quoi. Exactement. Et l'objectif, soi-disant, c'est d'apprendre un secret cosmique, genre une technique cachée depuis des millénaires pour littéralement plier la réalité à sa volonté et transformer sa vie. Avec les fameux discours sur l'activation des champs quantiques et tout ça. Voilà. Et puis, en grattant un tout petit peu sous cet emballage mystique, on découvre qu'on est juste en train d'apprendre un banal chapitre d'un manuel de psychologie clinique des années 60. Bon, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Aujourd'hui, notre exploration en profondeur s'attaque à un sujet qui est massif, vraiment fascinant, et surtout plein d'ironie. C'est l'industrie multimilliardaire du développement personnel qu'on appelle New Age. Et c'est une industrie qui fascine précisément parce qu'elle répond à une demande universelle, tu vois, la quête de sens, le besoin d'alléger la souffrance humaine, l'envie de reprendre le contrôle de sa vie. C'est des besoins légitimes. Très légitime. Mais ce qui est crucial de poser immédiatement, c'est que notre démarche aujourd'hui n'est absolument pas une attaque contre les croyances ou la spiritualité de qui que ce soit. C'est vraiment un exercice de traduction, en fait. Exactement. C'est de la traduction pure. Et pour mener cette investigation, on s'appuie sur une source particulièrement percutante. C'est un article qui a été publié le 5 avril 2026 sur le blog Change ta perception, écrit par Alexis Faure. Un profil très atypique d'ailleurs, cet Alexis. Ah ouais, totalement. C'est un ancien chercheur en chimie, donc un mec très rompu à la méthode scientifique à la base, qui s'est reconverti dans le coaching comportemental. Aujourd'hui, il est spécialiste des ruptures traumatiques et des dynamiques psychologiques très complexes. Comme la dépendance affective ou ce fameux concept des flammes jumelles qu'on voit partout. C'est ça. Et il a accompagné plus de 9000 personnes, donc autant dire que c'est pas un théoricien dans sa tour d'ivoire. Le mec a littéralement les mains dans le cambouis du cerveau humain tous les jours. Et son constat, il est sans appel. L'article démontre comment le mouvement New Age a purement et simplement récupéré des outils thérapeutiques qui existent depuis des décennies. Ouais. Pour les repackager avec un vocabulaire aux allures scientifiques et quantiques. Donc l'objectif de notre plongée dans ces sources, c'est de comprendre cette mécanique, de remettre un peu d'esprit critique dans un marché qui est saturé de promesses miracles. Et de voir ce qui se passe vraiment dans notre cerveau au niveau biologique quand on applique ces fameuses recettes soi-disant magiques. Exactement. Du coup, l'auteur nous propose carrément un grand dictionnaire de traduction pour passer de la magie à la science. Et je trouve que la meilleure façon d'aborder ça, c'est de commencer par le fameux mindset, la façon dont on perçoit le monde. Le fameux état d'esprit, oui. Ouais. Dans le milieu New Age, on entend en permanence cette phrase en anglais « What you focus on expands ». En gros, ce sur quoi on se concentre s'étend. On vend l'idée que l'univers répond littéralement à nos pensées pour nous envoyer plus de ce à quoi on pense. Mais si on est purement pragmatique, neurologiquement parlant, il se passe quoi? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de faire intervenir l'univers ou une loi d'attraction cosmique pour expliquer ce phénomène. C'est de la pure science cognitive. D'accord. C'est notamment ce qu'on appelle le biais attentionnel et l'amorçage cognitif, le fameux priming dont parle Daniel Kahneman. En fait, notre cerveau humain est bombardé par des millions de bits d'informations chaque seconde. Ouais, c'est énorme. Pour pas devenir fou, et juste pour survivre, il possède un filtre puissant qui s'appelle le système réticulé activateur. Son rôle, c'est de bloquer 99% des informations et de ne laisser passer que ce qu'il juge pertinent. Ah, attends. C'est le fameux syndrome de la voiture rouge, non? C'est exactement ça. Genre quand on vient d'acheter une voiture rouge ou qu'on y pense très fort et que soudainement, bam, on a l'impression que toute la ville roule en voiture rouge. L'univers n'a pas fait apparaître des nouvelles voitures par magie la nuit dernière. Non, clairement pas. C'est juste que notre cerveau a arrêté de les filtrer et a commencé à les signaler à notre conscience. Tout à fait. Quand les coachs New Age disent « entraîne ton esprit à avoir l'abondance », en réalité, ils font juste de l'amorçage cognitif. Si on apprend au cerveau à chercher consciemment des opportunités, le filtre neurologique change de paramétrage. Ok. Donc on commence à repérer la petite annonce intéressante ou la conversation utile lors d'un dîner. Des éléments qui étaient toujours là, mais que le cerveau aurait filtré si notre attention était focalisée sur le manque ou le danger. C'est fou. C'est pas l'univers qui répond, c'est simplement l'attention qui se dirige différemment. Ce que nous amène logiquement au concept roi de ces milieux. Le fameux « Rewire Your Belief System », la reprogrammation du système de croyance. Ah oui, le grand classique. On le vend comme une technique mystique pour hacker sa réalité, quoi. Mais si on enlève les paillettes, on tombe sur quoi au juste?
On tombe direct sur les travaux du psychiatre Aaron Beck dans les années 60 et 70. C'est la thérapie cognitive comportementale, la très célèbre TCC. L'idée fondatrice, c'est que nos pensées influencent nos émotions, qui elles-mêmes influencent nos comportements. D'accord. Le rewiring, ce reconditionnement, ça repose sur un principe biologique prouvé, c'est la neuroplasticité. Attends, concrètement, comment ça marche dans le cerveau, ce truc? C'est comme créer un nouveau chemin dans une forêt vierge? C'est une excellente image. Quand on a une pensée limitante répétitive, c'est comme un sentier super creusé dans une forêt. Les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Donc c'est facile d'y passer. Exactement, l'influx nerveux passe par ce chemin de manière automatique sans aucun effort. La TCC, ça consiste à prendre une machette et à tailler un nouveau chemin à travers les ronces avec une pensée différente. Ah ouais, donc au début, ça fait mal, quoi. Ah, c'est épuisant. Ça demande un effort conscient monumental au début. Mais à force de répéter, le nouveau chemin devient une route goudronnée, tu vois. Et l'ancien sentier finit par être recouvert par la végétation parce qu'on l'utilise plus. Le reconditionnement cognitif, c'est l'art de recabler ses synapses. C'est super mécanique, en fait. C'est un processus mécanique, biologique et très très concret. Donc, ça demande grave du temps et de l'effort. C'est pas juste de répéter une phrase positive devant son miroir pendant 3 jours en espérant que ça marche. C'est clair. Mais passons à une autre catégorie, parce que le New Age adore parler du corps et de l'énergie. Il y a un terme qu'on voit absolument partout en ce moment, c'est les energetic containers, les containers énergétiques. Oui, on entend beaucoup ça. On entend des coachs dire des trucs du genre « tu n'arrives pas à conserver cette somme d'argent ou à garder cette relation saine parce que ton container énergétique est trop petit. Il faut l'agrandir. Attends. » Donc, quand les gens disent que mon container est trop petit, ils ne parlent pas d'une espèce d'aura mystique qui m'entoure. Pas du tout. Ils parlent littéralement de mon système nerveux qui part en vrille quand quelque chose de bien m'arrive. Mais pourquoi mon corps paniquerait face au succès? Ça n'a aucun sens. Cela soulève une question importante sur la biologie de la survie, figure-toi. Et tu pointes exactement le cœur du mécanisme. Le terme clinique pour ce soi-disant conteneur, ça a été conceptualisé par le psychiatre Daniel Siegel en 1999. C'est la fenêtre de tolérance du système nerveux. Ok. Notre cerveau primitif, l'amygdale, il cherche avant tout la familiarité parce que ce qui est familier est perçu comme sûr. Et ce, même si la familiarité est synonyme de galère financière ou de relations toxiques, tu vois? Ah, mais oui. Donc si j'ai l'habitude de lutter tous les mois pour payer mon loyer, mon système nerveux considère la lutte comme sa zone de confort biologique. C'est exactement ça. Le psychologue Gay Hendricks appelle ça le problème de la limite supérieure. En fait, quand on atteint soudainement un niveau d'amour, de succès ou de richesse auquel notre système nerveux autonome n'est pas habitué, le cerveau perçoit cette nouveauté comme une menace. Même si c'est positif. Surtout si c'est nouveau. Il déclenche une réponse de stress, le système sympathique s'active, on libère du cortisol. Et le résultat, c'est qu'on s'auto-sabote inconsciemment pour revenir à un état de calme familier. Même si ce calme, au fond, il est misérable. C'est dingue. Donc, agrandir son conteneur énergétique, c'est en fait apprendre à son système nerveux parasympathique à réguler cette anxiété face à l'inconnu positif, pour qu'il arrête de déclencher les alarmes à chaque fois qu'on réussit quelque chose. C'est fascinant. C'est de la pure physiologie. Et franchement, ça explique tellement mieux le concept de fréquence ou de champ énergétique. Tu sais, le Your Energetic Field. C'est un peu le niveau suivant de ce lexique New Age. Ouais, l'idée qu'on émettrait une fréquence vibratoire dans l'espace qui attire magnétiquement les gens ou les événements. C'est ça. Mais l'article est super clair là-dessus, non? Très clair. La neuroscience affective documente parfaitement ce qu'on appelle l'état vibratoire. Mais il y a zéro magie là-dedans. Ce champ, cette fréquence, c'est simplement l'état d'activation de notre système nerveux autonome à l'instant T. Genre c'est mesurable. Totalement. C'est une combinaison mesurable du taux d'hormones de stress dans le sang, de la variabilité de la fréquence cardiaque, des tensions musculaires. Et comment cet état interne modifie concrètement la réalité externe? Comment ça attire des choses dans la vraie vie? Prenons un exemple physiologique super simple. Quand on est dans un état de stress chronique, ce qu'on appelle vibrer bas dans le milieu New Age, notre vision périphérique se réduit littéralement. Ah bon? Ouais, c'est une réponse de survie des pupilles pour se focaliser sur une menace immédiate. En plus, notre capacité d'empathie diminue parce que le cortex préfrontal, qui est le siège de la réflexion logique et de la créativité, il est moins irrigué. Le sang va vers le cerveau reptilien. Pour survivre. Voilà. Donc forcément, on prend de mauvaises décisions, on est plus agressif, on rate des opportunités sociales qui sont pourtant évidentes. Ah ouais, donc on attire le négatif parce qu'on est biologiquement programmé pour réagir de travers. Exactement.
Et à l'inverse, un système nerveux qui est bien régulé en haute fréquence, soi-disant, avec une bonne cohérence cardiaque, ça permet un fonctionnement cérébral optimal. On attire de bons événements simplement parce qu'on est physiologiquement capable de les voir et de créer du lien avec les autres. C'est brillant. Mais là, on arrive sur la partie qui me rend le plus perplexe de tout le dossier. C'est sur l'action et le temps. Oula, oui. Le mouvement New Age propose des trucs qui ressemblent à de la pure sorcellerie. Commençons par les fameuses activations ou la timeline therapy, la thérapie de la ligne du temps. On voit des stars de cette industrie guider des milliers de personnes dans des salles immenses pour flotter vers leur futur quantique et guérir des blocages. Comment ça marche, la science derrière ce genre de transe collective? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la timeline therapy, ça a été développé par Tad James en 88. Ok. Et ça dérive directement de la programmation neurolinguistique des années 70, qui est elle-même issue de l'hypnose ericksonienne développée par le fameux psychiatre Milton Erickson dans les années 50. Attends, donc quand quelqu'un sur une scène parle super lentement dans un micro avec une petite musique de synthétiseur un peu planante en fond pour activer des codes quantiques, il fait juste de l'hypnose classique. C'est exactement le protocole d'Erickson, oui. La voix posée, le rythme lent, l'utilisation précise du silence, tout ça a un but neurologique très précis. C'est d'abaisser les fréquences des ondes cérébrales de l'état bêta, qui est l'état d'éveil normal, vers les états alpha ou θ. D'accord. Et quand on ralentit ces ondes, on court-circuite ce qu'on appelle le facteur critique de l'esprit conscient. C'est quoi ça, le facteur critique C'est la barrière mentale qui nous fait douter, qui rationalise tout. Une fois que cette barrière est baissée par l'hypnose, on fait appel à la dissociation. On suggère à la personne de se voir de l'extérieur, dans son passé ou son futur, pour observer un blocage sans être submergé par l'émotion. Waouh. C'est une technique clinique redoutablement efficace pour retraiter un trauma. Mais ça n'a strictement rien de quantique. On l'enveloppe juste de mystère, quoi. D'ailleurs, dans cette même veine mystique, il y a un autre truc, la surrendered manifestation, la manifestation par l'abandon. Ah. C'est le concept ultime de la contradiction. On te dit qu'il faut vouloir très fort son objectif, puis lâcher prise totalement, s'en désintéresser complètement pour que ça se réalise enfin. Comment le détachement, d'un point de vue neurologique, peut t'aider à réussir quoi que ce soit? C'est un principe fabuleux qu'on retrouve dans la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement de Stephen Heist, ou même carrément dans le bouddhisme zen depuis 2500 ans. Pourquoi le détachement fonctionne? Parce que l'obsession du résultat, ça génère une immense anxiété de performance. C'est clair. Si on est complètement crispé sur le fait de réussir un examen ou de trouver un partenaire, le corps baigne dans les hormones de stress. Et on l'a vu tout à l'heure, ce stress bloque l'accès à nos pleines capacités cognitives. Ah, donc paradoxalement, on devient mauvais parce qu'on veut trop bien faire. Tout à fait. L'anxiété paralyse l'exécution. Quand la psychologie ou même le karma yoga nous apprennent à nous détacher du résultat pour nous concentrer uniquement sur l'action présente, l'anxiété chute brutalement. Ouais. Et là, on entre dans ce que la psychologie positive appelle l'état de flow. L'exécution devient fluide, elle est naturelle. On manifeste de meilleurs résultats simplement parce qu'on n'a plus le cerveau parasité par la peur de l'échec. Et pour clore ce dictionnaire, il y a un concept que l'article relève qui m'a fait éclater de rire, vraiment. C'est vendu comme le grand secret de l'abondance. Le fameux Power of 2% ou la manifestation composée. Les amis, c'est littéralement des mathématiques financières appliquées au comportement humain. C'est en effet le principe de l'amélioration marginale composée. C'est rendu très populaire par James Clear avec son livre Atomic Habits ou même par le Kaizen japonais. Oui, les petits pas. L'idée est hyper simple. Si on améliore une compétence ou une habitude de 1% chaque jour, grâce au jeu des intérêts composés, au bout d'un an, on est 37 fois meilleur. C'est énorme. Mais c'est une réalité statistique. C'est la loi des séries. C'est pas un secret cosmique qui est délivré par des guides spirituels. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on observe l'ensemble de ce grand dictionnaire de traduction qu'Alexis Faure nous a dressé, j'ai l'image d'une pharmacie qui me vient en tête, tu vois? Comment ça? C'est comme si on prenait une boîte d'aspirine générique. Ça coûte presque rien, genre 2 €. Et ça guérit très bien le mal de tête. Mais là, on la sort de sa petite boîte cartonnée un peu moche, on la met dans un écrin de velours couvert de poussière d'étoiles et de géométrie sacrée. Oh, je vois. On l'appelle cristal d'alignement crânien multidimensionnel et on la vend 1 000 €. Mais à la fin, le principe actif, ça reste la bonne vieille molécule d'aspirine. C'est tout à fait ça. Du coup, si cet emballage, aussi cher soit-il, permet à certaines personnes de finalement avaler la pilule,
et de régler leurs problèmes, pourquoi l'auteur tire-t-il la sonnette d'alarme avec autant de vigueur? Je veux dire, ça marche, non? Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est parce que masquer délibérément les origines empiriques de ces outils, ça pose un immense problème d'éthique et de modèle économique. Le problème, c'est pas l'outil en soi, c'est la structure commerciale qui l'entoure. Ok. Et cette structure, elle n'est pas conçue pour la guérison, elle est conçue pour créer de la dépendance à la consommation. C'est-à-dire, comment on crée de la dépendance avec de la psychologie de base? En la survolant. L'article prend l'exemple des fameux défis en ligne, tu sais, genre un challenge d'abondance de 27 jours. Dans ces formats-là, on va juste effleurer, lors d'une méditation collective, un blocage émotionnel profond ou un trauma d'enfance. C'est rapide, quoi. Très rapide. Alors que dans le cadre d'une thérapie clinique, déconstruire ce blocage nécessiterait des semaines, voire des mois de travail sérieux, de répétition, pour recabler ces fameux chemins neuronaux dont on parlait avec ta métaphore de la forêt tout à l'heure. Là, en fait, on donne juste un petit coup de machette dans la forêt et on s'arrête en disant que la grande route est déjà construite. C'est exactement ça. Ça procure un énorme shoot de dopamine, une illusion de progression fulgurante, et en plus, on y ajoute souvent un très fort sentiment d'appartenance. Ah oui, l'effet de groupe. Les clients intègrent une tribu, une communauté en ligne, où tout le monde se valide en permanence. Sauf que l'effet s'estompe inévitablement en quelques semaines, parce que le véritable travail de fond n'a pas été fait. Et j'imagine que c'est là que le piège du tunnel de vente se referme sur eux. Implacablement. Quand la personne constate que sa vie n'a finalement pas changé, le système est pensé pour la culpabiliser. La conclusion du gourou ou du coach n'est jamais de dire Désolé, ma méthode en 27 jours était trop superficielle ». Non, c'est de ta faute. La conclusion assénée, c'est ton champ énergétique n'est pas encore pur ou tu vibres trop bas, tes résistances inconscientes bloquent l'univers. Et la solution, tu dois impérativement investir dans le niveau supérieur, le fameux Masterclass Premium à 3000 €. C'est ouf. Ça me fait penser à un abonnement à une salle de sport qui serait totalement toxique, tu vois. Imagine, tu vas à la salle, un coach te met sur un tapis de course classique, tu cours pendant un mois mais tu vois aucun résultat sur ta santé. Ok. Et au lieu de regarder ton régime alimentaire ou de te dire de modifier l'intensité de la pente, le coach s'approche et te dit « Ah, si t'as pas progressé, c'est parce que ton aura n'était pas alignée avec la fréquence vibratoire de la courroie de la machine. » C'est tellement ça. Mais bonne nouvelle, pour 500 € de plus par mois, tu peux accéder à la salle VIP, où les tapis de course vibrent en 5 dimensions. Mais au fond, qu'est-ce que tout ça veut dire? Pourquoi ce modèle est-il si opposé à la vraie démarche thérapeutique? Cela soulève une question importante et ça montre que la priorité du vendeur, c'est la rétention du client. Le but est de le faire passer d'une offre à l'autre indéfiniment. Pour toujours payer. Voilà. Or, la nature même d'une bonne thérapie traditionnelle, c'est l'exact opposé. C'est l'autonomie du patient. Un psychologue ou un praticien EMDR, il travaille avec un seul objectif en tête, c'est que vous n'ayez plus besoin de lui le plus rapidement possible. Il vous donne des outils pour que vous deveniez le propre mécanicien de votre cerveau. Ce contraste entre la rétention infinie et l'autonomie, c'est vraiment le cœur du problème. Mais du coup, ça soulève un énorme paradoxe. Lequel? Si ce milieu est en fait un tunnel de vente qui vend des concepts volés et finit par vous culpabiliser quand ça marche pas, comment expliquer que des millions de personnes s'y ruent encore aujourd'hui? Pourquoi les gens fuient la science qui fonctionne au profit d'une magie chère et inefficace? Ça, c'est le coup de génie absolu du marketing New Age. Ils ont su parfaitement exploiter le désastreux problème d'image de la psychologie traditionnelle. C'est-à-dire? Il faut être honnête, dans l'inconscient collectif, la psychologie clinique, c'est repoussant. C'est associé à la maladie mentale, aux blouses blanches, à la pathologie. On imagine tout de suite un processus long, lent, où on va pleurer sur un canapé en cuir pendant des années. Ouais, Pour beaucoup de gens, admettre qu'on va voir un psy, c'est avouer qu'on est cassé. c'est un peu le mur de la honte, quoi. Genre, je suis pas fou, j'ai pas besoin qu'on me répare. Exactement. Et le New Age a compris cette barrière de l'ego. Ils ont pris les mêmes mécanismes psychologiques de base, mais ils ont totalement changé l'étiquette pour que la démarche devienne hyper flatteuse, Désirable même. prestigieuse. Dans ce milieu, on ne te dit pas qu'on va traiter tes névroses. Non, on t'invite à une expansion de conscience. On ne fait pas de la thérapie cognitive, on fait du soul work, un travail de l'âme, pour rencontrer son highest self, sa version supérieure. C'est fou quand on y pense. C'est une restructuration d'image brillante. La personne ne se sent plus malade, elle se sent comme une pionnière de l'évolution humaine, tu vois.
D'ailleurs, Alexis Faure donne un exemple foudroyant dans son article sur ce décalage d'efficacité à cause du marketing. C'est sur le sujet des flammes jumelles. Ah oui, cette histoire est incroyable. Pour ceux qui nous écoutent, c'est souvent le nom romantique qu'on donne à une dépendance affective massive ou à une obsession très douloureuse pour un ex-partenaire, sous couvert qu'on serait lié de toute éternité par le cosmos. C'est très destructeur en général. L'auteur explique avoir reçu dans son cabinet des clients, et même parfois des praticiens énergéticiens eux-mêmes, qui multipliaient les soins de l'âme et les nettoyages énergétiques depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans de magie, et ils pensaient toujours à leur ex du matin au soir en pleurant. Mais quand il a simplement appliqué ces méthodes cliniques structurées de déconditionnement, le problème a été définitivement réglé, effacé en 1 mois et demi. C'est vertigineux, n'est-ce pas? C'est la différence tragique entre chercher un apaisement de surface qui flatte l'ego en disant « Oh, ton histoire est cosmique » et appliquer une vraie désactivation neurologique profonde qui regarde la réalité en face. Genre, ton cerveau fait une fixette, on va casser ce schéma. Mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Si la psychologie clinique est si dure à vendre avec ses blouses blanches et que le marketing New Age arrive à faire rêver les gens, est-ce que les psychologues ne devraient pas tout simplement embaucher ces marketeurs? C'est pas bête. Si changer le mot « thérapie » par « expansion cosmique » permet à quelqu'un en grande souffrance de franchir enfin la porte d'un cabinet pour recevoir de la vraie TCC, est-ce que ce mensonge sur l'emballage n'est pas au final un mal nécessaire? C'est une perspective hyper intéressante. Et il est clair que la communication en santé mentale doit s'inspirer de cette capacité à déstigmatiser le travail sur soi. Oui, il faut rendre ça plus sexy. Cependant, il y a une ligne rouge. La promesse fondamentale du marketing New Age n'est pas seulement un changement de vocabulaire flatteur. C'est la promesse d'une transformation sans effort. Ah. Le fameux raccourci. On vous vend qu'il suffit d'écouter une fréquence hertzienne en dormant ou de participer à une activation visuelle pour que votre vie change passivement. Or, ça c'est un mensonge délétère. Et on en arrive là à la conclusion un peu brute de l'article, la vérité qui dérange sur ce que demande une vraie métamorphose humaine. La réalité, c'est que notre cerveau n'est pas un logiciel qu'on met à jour en cliquant sur un bouton, tu vois. Une véritable transformation comportementale, ça requiert de la sueur. L'auteur compare ça très justement à la préparation d'un athlète de haut niveau ou à la construction d'une entreprise complexe. C'est un vrai chantier, quoi. Ça demande une implication quotidienne, une vraie discipline dans la réalité matérielle pour forcer la neuroplasticité. Il faut faire ses pompes neurologiques, en gros. Absolument. Il faut ancrer les nouvelles habitudes dans le concret, s'exposer à ce qui nous fait peur de manière graduée. Et souvent, ça nécessite un accompagnement par des professionnels formés avec des protocoles clairs. Genre la TCC ou le MDR? Que ce soit la thérapie d'acceptation, le MDR pour les traumas profonds ou la restructuration cognitive, pour citer l'auteur, ce n'est pas magique, c'est de la psychologie. C'est tellement libérateur d'entendre ça, en fait. Pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer en nous écoutant, comprendre ces mécaniques sous-jacentes, c'est s'épargner un véritable parcours du combattant. Et beaucoup de déceptions. Savoir que l'activation quantique n'est rien d'autre que de l'hypnose du siècle dernier, ça permet d'économiser un temps précieux. On s'économise des milliers d'euros en masterclass inutiles et surtout, on s'épargne la violente culpabilité de se croire défectueux parce qu'on ne vibre pas assez haut. C'est le plus important. Si on repère qu'on s'auto-sabote, on sait qu'on peut chercher un praticien en TCC directement à la source, sans avoir à payer la fameuse taxe sur la poussière d'étoiles. Et c'est là tout le message. L'esprit critique reste notre meilleur bouclier. Redonner de la valeur à la science empirique, même si elle demande des efforts et qu'elle semble moins mystérieuse, c'est se redonner du pouvoir réel sur sa propre vie. C'est choisir l'autonomie plutôt que la dépendance éternelle. Pour clôturer cette exploration, je voudrais qu'on pousse la réflexion un cran plus loin. D'accord. On vient de voir comment le cerveau humain, même le plus rationnel, peut être facilement dupé et séduit par un emballage mystique et flatteur, au point qu'on préfère rejeter une science qui fonctionne merveilleusement bien juste parce qu'elle a l'air austère ou exigeante. Ouais. Alors voici une réflexion à emporter avec vous pour tous ceux qui nous écoutent. Si notre cerveau est si facilement manipulable dans le domaine de la guérison psychologique, dans quels autres domaines cruciaux de notre société sommes-nous en train de tomber dans le même panneau? C'est une excellente question. Quand on regarde la complexité de la nutrition, les débats politiques actuels, ou même, tu sais, les récits quasi religieux qu'on nous vend autour des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, dans combien d'autres secteurs sommes-nous actuellement en train d'acheter de très vieux concepts simplement parce qu'on nous les vend avec des mots qui flattent notre ego plutôt qu'avec la vérité nue?
Ça donne le vertige d'y penser. C'est une sacrée question à se poser la prochaine fois qu'on nous promettra une révolution sans aucun effort. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des sources. Gardez l'esprit grand ouvert, continuez à questionner les belles étiquettes et à très bientôt.